Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation. Pour moi, c'est une première à Volcamp, donc je découvre la bonne édition. Et j'ai le lourd défi de passer après la Ligo et la saucisse et le DJ. Donc je vais essayer de vous intéresser à Kyverno, qui est un outil assez sympathique pour gérer la conformité dans votre cluster. À main levée, qui vient ici alors qu'il n'a jamais entendu parler de Kyverno? Ouais, ben c'est bien, c'est parfait, c'est la bonne audience. Qui l'utilise déjà? Ok, j'espère que vous apprendrez quand même quelque chose. Et qui vient plutôt pour, en dehors de la technique, la partie conformité, qui s'intéresse du coup au sens large à la conformité. Ok. Donc voilà, donc pour ceux qui ont la référence, j'ai 40 minutes pour vous dire que Kyverno c'est de la dynamite. Ça se passe dans le contexte Kubernetes, on a la conformité au sens large peut se faire ailleurs. Ici c'est vraiment un produit CNCF qui permet de gérer votre cluster. Donc spoiler alerte, si vous ne connaissez pas Kubernetes, ça peut piquer un peu. Il y a du YAML, il y a du texte, etc. On est sur un moteur bas niveau. J'ai essayé de faire en sorte dans les démos que ça se passe bien. Vous imaginez que sinon c'est des pommes, des poires, etc. Ce sont des ressources dans le cluster. Et on aura un peu de détails après. Voilà. C'est un retour d'expérience sur ma mission chez le client actuel où j'interviens en fait sur différents périmètres. C'est principalement du GCP, donc là on a des clusters GKE qui sont donc sur 3 plaques Amérique, Asie, Europe et à peu près un portfolio de 38 applications, dont de certaines plus critiques comme l'authentification, comme la fidélisation, la gestion des comptes, etc. Ils sont au cœur du système. Voilà. Les clusters sont gérés donc, bien avant. Hein, les clusters existent depuis 5-6 ans. Ils sont mis à jour régulièrement. Ils sont gérés par des équipes qui connaissent bien, avec des environnements éphémères, du downscaler, du KEDA pour l'authentification. Il y a tout ce qui va OpenTelemetry, Datadog pour la supervision. Ils gèrent en mode agile avec Jira. Voilà. En fait, ça roule déjà très très bien et il y a vraiment plein de bonnes pratiques. Même moi, j'apprends des choses dessus. Par contre, ça n'empêche que, comme pour toute partie du SI, en fait, il y a toujours des choses qui évoluent en dehors du périmètre qu'on maîtrise. Et surtout, l'idée, c'est de pouvoir les visualiser, en avoir conscience. Alors, parmi les sources de problèmes, j'en ai mis un certain nombre, mais ça va des choses basiques, hein, donc des définitions des request limits qui perturbent le scheduler. Les request limits, c'est pour définir le CPU, la RAM, etc., que vont consommer nos applications. Des fois, bien qu'on mette des labels, etc., il existe des ressources qui sortent du radar et qui n'ont pas de label, et on a du mal à dire bah, cette appli, elle sert à quoi? Donc savoir si elle est encore utile, savoir si on doit la nettoyer, si on la coupe, s'il y a des gens qui vont râler ou si c'est sensible ou pas. On a aussi pareil, donc les ressources sont définies via des API, et les API, en fait, comme le système se modernise, en fait, si on reste sur les versions des API et qu'on ne les fait pas vivre dans le temps, on risque à un moment donné que le système ne les reconnaisse plus. Et ça, c'est difficile aussi à traquer, et si on n'en a pas conscience, on peut perdre du temps. Les containers ne sont pas sécurisés, on y reviendra. Il y a plein, donc on a différentes sources de paramétrage dessus. Des images, ça c'est très important dans l'actualité avec les nouveaux packages qui sont, on avait commencé avec Log4j, mais avec des linters, etc. De plus en plus, les attaquants injectent en fait des chevaux de Troie dans des images, dans des dépendances, etc. Donc on a de plus en plus intérêt à sécuriser la chaîne. On a des ressources complètement oubliées hors scope d'époque. En fait, quand on lance un POC ou alors on démonte en fait une application remplace une autre, etc. Et on peut trouver des choses qui sont oubliées. Ou typiquement, là je parlais de vieux clusters qui ont plus de 5 ans. On a dû faire une rotation de l'autorité de certification. Au passage, il y a toute une procédure à mettre en place. On découvre en fait qu'il y avait plein de tokens qui étaient signés par l'ancienne, etc. Mais qui surtout qui étaient là depuis 2-3 ans, qui étaient plus valables depuis longtemps. Et bien voilà, c'est des choses, quand on commence à regarder sous le capot, on découvre pas mal de choses. Et en termes de nomenclature, la nomenclature, bon alors, on part d'une nomenclature d'entreprise, en général les pods ont des noms connus, etc. Mais les équipes se réorganisent des fois plus vite que la technique, et tous les 6 mois ou tous les 2 ans, on a des nouvelles équipes. Et en fait, à la fin, au bout de 3-4 changements d'organisation de l'entreprise, hein, avec la loi de Conway, etc., bah, finalement,
on s'y retrouve plus dans le nommage et on ne sait plus à quoi. Et il y a encore plein de choses. Donc vraiment, en fait, ce que je disais par rapport aux équipes, des bonnes pratiques, etc., c'est qu'en fait, il y a, par rapport à tout ce qu'on a mis en place, on est dans les clous, on est pas mal, on est content, et en fait, il y a des choses où soit on n'a pas confiance, on n'a pas conscience, etc., qu'on doit maîtriser, et on a besoin d'avoir un cadre. Et donc, comment Kyverno peut nous aider? Justement, je pense que là, en l'occurrence, c'était le maillon qui manquait, et on va commencer dessus. Donc, pour du basique, je prends l'exemple du stagiaire qui déploie une application avec l'image latest. Alors, c'est la base. Pourquoi latest pose problème? C'est parce que c'est la dernière version, et la dernière version d'une journée, c'est pas forcément la même aujourd'hui que demain. Donc on a notre application qui marche. Si on reste sur ce paradigme, on peut avoir une version plus récente qui tourne, qui arrive, et l'application ne va pas fonctionner demain. Donc on va éviter d'utiliser. Petit rappel pour le format des images, on a une première partie qui définit la registrie, qui est facultative ou pas. Si on ne précise pas, on se retrouve sur le Docker Hub, le nom de l'image, et en troisième partie, le tag. Spoiler alerte aussi, en fait, le tag, il ne faut pas se baser plus sur le tag, parce que lui aussi peut être détruit, recréé, en fait, sur un autre commit. Donc en fait, si on se base juste sur les tags, on peut avoir le même système que le latest. Donc en général, on recommande plutôt de fixer sur un SHA-1 ou le numéro du commit Git, c'est encore plus précis. Donc on va commencer tranquillement par une petite démo sur laquelle c'est la plus longue, mais en fait ça permet de poser le débat, donc, où on a notre policier qui va venir bloquer la création d'un pod Nginx en latest. Donc tout d'abord, en fait, j'ai un cluster. Est-ce que c'est assez lisible? Ou est-ce qu'il faut grossir? Non, toujours. Vous me dites si c'est... N'hésitez pas. Donc j'ai installé un petit cluster local à mon laptop, et je retrouve les 4 namespaces par défaut du cluster. J'installe le produit en suivant la doc, et là je fais pas d'effort. Donc d'abord j'installe le repo Helm, qui est mon outil qui va installer le package. La documentation demande de mettre à jour, je fais un petit update, et j'installe. Et en fait, donc sur un chart Helm, on peut avoir plein de valeurs supplémentaires pour venir customiser. En fait, je fais l'installation par défaut, je l'appelle Kyverno, et je lui demande de créer le namespace. Les warnings, c'est parce que je suis en Kubernetes 1.34, ils sont pas gênants. Il y a des problèmes sur le formatage des entiers, donc, mais le produit s'est bien installé. En fait, on a deux petits warnings qui nous disent d'un côté, vous n'êtes pas sur une production ready, parce qu'en fait, il y a un admission controller. Il serait bien qu'il y ait au moins deux instances pour qu'on ait de la disponibilité. Il y a un deuxième warning qui nous prévient qu'on n'a pas activé les policy exceptions. J'en parle un peu plus tard dans le talk. Donc, du coup, mon namespace, en fait, s'est créé il y a 32 secondes. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc les contrôleurs, le principal étant la mission de contrôleur. Les autres font des fonctionnalités dont on parlera en fin de talk. Voilà. Donc tout est running, je suis content. Du coup, j'ai un outil. Je veux déployer un pod. Donc on a notre namespace supplémentaire qui s'est créé. Moi, pour la démo, en fait, je vais créer un namespace. Donc je fais du plus basique possible. Juste, je déclare mon namespace avec un nom qui s'appelle appli. Il est vide, il n'y a pas de... Donc il est créé, et il n'y a pas de fioriture. Voilà. Dedans, je veux créer un pod. Je prends pareil le pod, il y a plein de choses à remplir. Je me contente juste de lui donner, donc j'ai un pod appli latest, un conteneur dedans, appli conteneur, et c'est Nginx latest. Je lui demande de le créer. En fait, bien que j'ai installé Kyverno, le pod il se crée. Donc en fait, Kyverno, il faut lui donner des... Donc je vais nettoyer. J'ai plus rien, et je vais lui créer une première policy. La policy, donc, on est sur une policy simple, je préfère le préciser, et pourtant, elle est déjà, donc si je réduis un peu, en fait, donc, j'ai une cluster policy, hop, ici, cluster policy, je lui donne un nom, et en fait, je la mets en mode blocage, pour dire que je veux vraiment, si les règles qui sont derrière se produisent, sont valables, je bloque le pod.
Et bon, pour une règle simple, eh ben, en fait, j'ai deux parties. J'en ai une qui exige un tag et la deuxième qui valide le tag. Parce qu'on a dit, le premier cas, on avait dit le tag, il est facultatif. Donc en fait, si jamais je précise un nom registre image mais pas de tag, je suis dans le cas latest. Donc déjà, j'évite ce cas-là. Et en fait, on s'aperçoit que donc, je donne un nom de message qui va s'afficher quand la règle est avérée. Et on voit qu'en fait, je dois vérifier dans les containers simples, il y a des unique containers, des ephemeral containers. Donc ça fait déjà une tripotée de choses à vérifier pour le cas du tag est requis. Et je vois que je source des ressources, je regarde les ressources que de type pod. Il y en a plein d'autres. Et après, j'ai une deuxième qui est le validate. Maintenant que je sais qu'il y a un tag, je vais vérifier en fait que j'ai tout sauf latest. Donc tant que là, je mets tartempion, je mets pomme, poire, etc., ça passera. Mais si j'ai latest, j'ai un point d'exclamation pour la négation, et ben je vais rejeter quand je vais accepter l'image. La règle s'appelle validate image et c'est sur les pods. Voilà, donc je peux grossir un peu et pour dire, il y aura plein d'autres policiers après, on ne regardera pas le contenu parce qu'en fait, la rédaction en elle-même elle peut être compliquée, il y a différents langages, là c'est du YAML, on peut l'avoir en CEL qui est un langage d'évaluation d'expression. Je crée ma policy. Et voilà, et là on y est, première. Donc dans notre liste de cluster policy, en fait on se retrouve avec notre toute première. Elle est installée, elle est ready. Et maintenant je recommence à vouloir installer mon pod et on se retrouve avec un message. On est en mode texte, il faut savoir qu'après si vous faites du Argo CD, du Flux, du K9S, n'importe quel outil client, en fait l'image se proposera. Là je vous avais dit, c'est un peu en mode texte. Par contre l'image elle se décrypte assez bien. En fait on a l'erreur, on a une erreur qui dit que ça s'applique quand on a utilisé ce fichier-là, c'est bien le fichier que j'ai appuyé. Par contre, un fichier YAML peut être multi-ressources, il peut avoir beaucoup de contenu dedans. Donc là, on a le nom du fichier, c'est bloqué par un webhook qui s'appelle validate Kyverno, c'est le nôtre, et on cible la ressource. Donc si on a plusieurs ressources dans le fichier, ben en fait là on sait que c'est une ressource de type pod, dans le namespace appli, et c'est appli latest, c'est le pod que j'essaie de créer. J'ai le nom de la policy, j'ai le nom de la rule dans la policy, parce qu'on a vu qu'on pouvait avoir plusieurs rules, une dizaine ou etc. Et on retrouve le message qu'on avait demandé, validation error using an image latest is not allowed. Donc il fait le boulot. Maintenant, je regarde, c'est pas qu'un message d'avertissement, il y a effectivement la ressource n'a pas été créée. Et on va terminer par créer en fait un pod qui a une version. Donc je retrouve mon YAML tout simple. La seule différence c'est qu'au niveau de l'image, j'ai vraiment précisé ma version. Et ça passe. Donc j'ai mon pod qui tourne depuis 3 secondes et voilà. Donc voilà, on a posé les bases et on sait à peu près à quoi sert Kyverno. En vrai, dans la vraie vie, on ne crée pas des pods, on crée des cron jobs, des daemon sets, des déploiements, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je veux un deployment? Un deployment, c'est en fait justement pour de la résilience je vais dire que mon pod, en fait, mon conteneur, j'en veux 2 exemplaires et j'ai plein d'autres choses à paramétrer dessus, mais en fait c'est ça qu'on crée dans la vraie vie. Et à main levée, qui est-ce qui pense que ça va passer, sachant que ma policy elle gère que des pods? Est-ce que ça passe? Et est-ce que ça passe pas? Bon, donc je rappelle, la policy elle fait que les pods et pourtant j'ai le message. Alors du coup, on réanalyse ensemble, donc du coup on est toujours sur un fichier YAML qui contient bien une ressource de type deployment et non plus pod. Elle s'appelle appli deployment. On a bien notre nom de policy, c'est toujours ça que j'ai créé. La seule différence, en fait, c'est le autogène ici. Et donc là, on commence à voir le confort dans lequel nous met Kyverno, c'est-à-dire qu'en fait, il a la connaissance en fait, du fonctionnement de Kubernetes et il sait aller au-delà de ce qu'on veut. Et donc là, en l'occurrence, si on regarde la cluster policy telle qu'on a créée, on avait la version qu'on a soumise, et bien en fait là, si en fait elle est trop longue, donc du coup je vais zoomer dans les spécifications, les rules, en fait je retrouve ce que moi je lui ai écrit en fait, donc mes 2 rules sur des pods, la validate et la require. Et en fait, on cherche dans l'objet qu'on a en requête, on regarde dans les spec containers, spec init, etc. Et dans la partie status, donc on retrouve un tableau de règles, et là on voit les règles qu'il nous a créées pour nous en fait. Donc on voit que d'un seul coup, il sait que ça concerne aussi les daemon sets, les déploiements, etc.
pour la règle require, donc il l'a mise en autogène, et on voit que c'est pas au même endroit, et donc il s'est trouvé, on a spec, template, spec dans les conteneurs, et c'est pas tout, en fait, il sait aussi que pour un autre type de ressources, des cron jobs, et ben en fait là c'est du spec, job template, et spec. Voilà. Et ça c'était pour la règle require. En fait là si je regarde, je continue le tableau, je l'ai pour les déploiements des sets, etc. mais en version deployment et la même en version cron job. Si on continue à analyser dans la partie status, en fait on a le nombre, on voit qu'ici en fait on a on a déjà validé 2 ressources. Et si on veut voir le détail, plutôt avec un describe, en fait, on va s'apercevoir qu'en fait les deux, donc on retrouve notre validate 2 fois. Il est passé une fois pour le pod, une fois pour le deployment, donc on retrouve l'historique en fait des cas où ça s'est audité. Voilà. Ben, c'est pas mal pour une première petite démo. Et donc je vous propose de continuer après un petit zoom pour savoir comment ça marche dans le système. Voilà. On a un cluster, tout à l'heure je vous avais mis une photo qui ressemblait absolument pas à un cluster, là on a une big picture qui est un peu plus représentative, donc on a des nœuds, etc. On a des boucles de réconciliation, des schedulers qui vont faire, etc. On ne s'intéresse pas à tout ça. Nous on va s'intéresser juste à ce circuit-là en fait. Nos applications en fait vont soumettre un YAML en entrée, quoi, un appel d'API, ça peut être du JSON, du YAML, c'est intervertible, etc. Et on a un serveur d'API qui récupère les requêtes, et le but du jeu quand on a gagné, en fait c'est le persister dans etcd qui est la base clé-valeur le référentiel de stockage du cluster. Et donc je vous propose de zoomer, en fait on est vraiment au cœur, par contre là c'est un point qui est important, c'est que du coup Kyverno se niche vraiment au centre du névralgique en fait, du cluster, et donc faut bien le manier, parce que si on le dérègle et si on bloque le cluster en lui-même. Au niveau des fonctionnalités, donc on récupère la requête, on vérifie qu'elle est authentifiée. Il y a encore quelques releases de Kubernetes, on pouvait faire du Anonymous, vérifier que vous n'êtes pas en Anonymous, ça c'est un conseil pour la sécu. Donc on vérifie que la personne est connue. Ensuite, on a une étape où on peut venir altérer les requêtes, donc on peut venir faire des changements dedans, c'est-à-dire ajouter, supprimer ou remplacer. Hein. Et ça, c'est typiquement à cet endroit que ça injecte par exemple des services mesh comme Istio, etc. Quand on a fini de faire nos petites modifications, on vérifie que ça valide le schéma de la spec officielle, etc. pour histoire de ne pas persister des choses qui sont pas valables. Et derrière, on a une autre étape qui est la partie admission, la validating admission, où on peut dire oui, non. Donc typiquement, si en général vous avez branché du airbag, c'est pas le tout d'authentifier. Après, il faut autoriser. Donc avec un groupe d'airbag, si vous faites partie des bons groupes, etc., ou les services au compte, c'est là que Kubernetes déjà de lui-même va vous interdire. Mais c'est là aussi où Kyverno va venir s'installer et greffer ses propres webbooks. Et si on a réussi l'escape game ou le jeu de loi, comme vous voulez, en fait, vous avez gagné le droit d'être persisté dans la base etcd. Alors, voilà, on a un outil, il est installé, on sait qu'on peut mettre des policies. Par contre, on n'y connaît rien, et surtout, en fait, dans quelle direction je veux aller. Donc, au cours des prochains slides, c'est là où on va regarder un petit peu pour la partie conformité. Et ça, c'est un autre outil, c'est complètement gratuit. À la fois, moi, le conseil est gratuit et le produit est gratuit. C'est Popeye que j'aime bien utiliser parce qu'en fait, il va permettre, vous le lancer sur votre... Il n'est pas cassant, il consulte. Et vous pouvez le lancer par namespace, par application, par workload ou par niveau de sévérité. Et il va vous compter plein de points. Et en fait, vous allez avoir directement soit des points explosifs, des points qui font peur, des points normaux, et puis juste des trucs pour info. Et vous avez une note avec un score de A, B, C, D, plus, etc. Et si vous ne savez pas, quand je vous disais toutes les choses qui sont sous le radar, eh ben déjà, commencez avec cet outil-là, lancez-le sur vos clusters de hors prod ou prod, et je pense que vous serez surpris, vous allez déjà découvrir pas mal de petites pépites. Et ça, vous êtes déjà à venir à dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme règle dans Kyverno. Un deuxième outil, cet outil-là, donc Policy Reporter, c'est un projet annexe de Kyverno, qui, parce que je vous ai dit, donc le YAML, etc., ça c'est bien pour le moteur, c'est performant, et moi j'adore ça. Par contre, quand il faut communiquer avec les différentes équipes de dev, avec le management, etc., c'est beaucoup mieux quand on a des rapports. Et donc, Kyverno crée des objets Policy Report à l'intérieur du cluster, et ça exploite, donc d'où son nom Policy Reporter. Policy Reporter, c'est un appel d'API, ce qui fait que vous pouvez le brancher sur du Slack, sur du OpenTelemetry, sur du Prometheus, etc., faire des alertes. Et vous avez l'UI qui vous permet de faire la partie graphique. Vous pouvez trier par ressources, par policy,
Et vous avez des plugins, donc il y a un très bon talk de demain soir, toute fin de conf sur Trivi. Et donc il y a des plugins pour Trivi, pour Falco, en fait, le format Policy Report a tellement plu que finalement ça devient un standard de facto. Et les annonces datent d'il y a 6-8 mois. En fait, il y a un projet qui s'appelle Open Report qui est part de ça. Ils sont en train de tout merger pour avoir le format commun à tout le monde qui servira pour Trivi, Falco, projet CNCF. Et donc à moyen terme, quand on regarde dans la roadmap, en fait, Policy Reporter, vous pouvez déjà vous habituer parce que dans 6 mois ou 1 an, ce sera du Open Report et ce sera plus un projet purement Kyverno. Par contre, l'outil est très pratique. J'avais un autre point à dire sur ce slide-là, c'est que soit c'est good, soit c'est rouge. En fait, dans la vraie vie, il y a un autre point, c'est qu'on peut avoir du skip, on peut avoir des trucs en gris, c'est-à-dire des ressources pour des raisons X ou Y qui, de façon légitime, ont le droit d'outrepasser. Donc, on met la règle qui est la règle générale, et pour quelques cas, à la limite, il faut rester anecdotique. En fait, on veut pouvoir dire, bah, oui, mais celui-là, voilà, parce que c'est du Datadog, parce que c'est un outil Twistlog pour un outil de CSPM, etc. Il a le droit d'être root, il a le droit d'avoir des capabilities réseau, etc. Et donc, du coup, on crée un objet qui est une policy exception. Vous rappelez-vous, c'était sur la partie Kyverno, la partie Helm qui disait attention, vous n'avez pas activé la policy report, la policy exception. Elle vous permet de dire ben voilà, pour telle règle, telle policy et telle règle, la granularité c'est au niveau des règles. On peut dire que les pods et les deployments qui sont dans le namespace Tartampion, donc Datadog on va dire, et pour un outil important, étoile parce que pour gérer le déploiement et les pods, en fait, je mets une régulière expression. Ce cas-là, et c'est un cas qu'on a validé en comité d'architecture ou je ne sais pas quoi, et il a le tampon, on dit ben lui c'est normal, il valide pas. Et donc dans Policy Reporter ça apparaîtra en grisé et Kyverno il laissera passer tous les appels API. Je ne sais plus s'il y avait encore un autre truc. Ah oui, donc le fait que ce ne soit pas activé par défaut dans le M-chart, c'est que ben, du coup Kyverno doit répondre très vite en termes de performance. Hein, à chaque fois qu'on fait des appels, il scanne tout. Là, si on lui demande de regarder les exceptions, forcément, c'est un petit overhead et un petit surcoût. Donc, du coup, si vous ne l'utilisez pas, l'activez pas. Par contre, dans la vraie vie, il y a des ressources qui vont vous gêner. Donc, moi, je vous encourage à l'activer. On va poursuivre. Maintenant, on a vu comment ça fonctionne. On veut élargir et commencer à consommer des policies sur étagère. À la marge, vous pourrez écrire les votes si vous voulez, mais en fait, pourquoi réinventer la roue quand il y a déjà des choses qui existent? Donc sur le site officiel de Kyverno, il y a la documentation qu'il ne faut pas se priver de lire bien sûr. Hein. Il y a les policies, on verra après, il y a le playground aussi. Mais surtout dans la partie policy, donc vous avez une quantité phénoménale donc un catalogue qui est énorme avec du AWS, du cargo. Là la liste elle est très très longue. Hein. Donc vous choisissez, moi j'avais choisi Best Practice pour la copie d'écran. Et je pense que déjà vous avez trouvé votre bonheur et je pense que à la fois ça vous donne des idées et à la fois vous avez l'implémentation et sachant qu'en plus ces règles-là sont maintenues et mises à jour. Vous verrez pour certaines en fait il y a Argo en CEL, c'est Kyverno dans son histoire, historiquement il se voulait facile et donc toutes les policies comme celles qu'on a vues au début sont du pur YAML et c'est pratique pour l'utilisateur, c'est facile en termes de lisibilité, par contre en termes de maintenance on a parfois des cas qu'on n'arrive pas à implémenter, etc. Et en termes de parsing de YAML, c'est un peu plus coûteux. Et donc en fait, il y a un autre langage qui s'appelle CEL, qui est un langage qui avait été prévu au départ pour les reverse proxy, qui est précompilé, et c'est un langage de validation d'expression. On fait des expressions, on a beaucoup plus déjà en termes d'outillage et de fonctions, on a beaucoup plus de puissance. Et en plus, il est précompilé, et donc lui, il a un overhead très petit. Donc en fait, de plus en plus, Kyverno souvent après pivote. Et donc là, il garde les ressources version YAML et de plus en plus, on retrouve à chaque fois consul en consul version CEL. Donc il ne faut pas s'étonner. Fonctionnellement, pour vous, c'est pas grave. Par contre, au niveau performance et puis pour la modernité, fait que de plus en plus, si vous avez le choix, prenez la version CEL. Et donc sur cette copie d'écran, donc je m'étais arrêté sur le check deprecated. Moi, j'aime bien dans les best practices celle-ci parce que donc je vous disais, les API bougent, elles montent, etc. Et typiquement, vous prenez Kubernetes, à chaque release, en fait, quand on a des nouvelles versions, ils annoncent en fait c'est en 2 temps. Ils annoncent d'abord, à partir de cette version, l'API est censée être deprecated, elle est remplacée, donc là, ici, je prends pour la 1.32, la flow control V1 beta 3
elle est deprecated, ils conseillent d'aller vers celle-ci, il y a tous les conseils de la phase de migration, etc. Ce qu'on oublie, c'est par contre, ils annoncent en même temps, ils disent elle sera remove dans telle autre version. Donc on se retrouve avec une fenêtre où ces API sont encore valables, utilisables, etc. Et juste quand on va monter sur la version dite où il y a le remove, après ça n'existe plus dans le cluster, donc c'est même très compliqué d'aller les effacer, etc. Donc si on n'a pas fait les choses dans le bon ordre, on a monté la version avant d'effacer, il faut aller nettoyer dans le TCD, etc. C'est compliqué. Et donc juste cette policy-là, elle est pratique parce que vous la mettez, en plus elle est maintenue, donc quand il y aura maintenant il y a du 1.34, il y aura du 1.35, 1.36, etc. Ben, vous le mettez, vous la mettez en audit et vous avez tout de suite une visibilité avec Policy Reporter. Vous savez dire ben, j'ai à peu près 15 ou 15 ressources ou 512 ou j'en sais rien qui ne sont pas bonnes. Et puis là, il suffit de remplacer avec un SED, avec un Search and Replace, etc. Appliquer la procédure. Mais vous êtes en avance de phase et vous savez que le jour où vous faites votre montée de version majeure de Kubernetes, vous serez carré. Je vous ai parlé sur le site officiel donc, du Kyverno Playground. Donc là, quand vous cliquez sur le lien, vous pouvez y aller directement avec playground.kyverno.io. Ça, c'est quand soit vous doutez, vous voulez tester, vous prenez une policy qui a déjà été écrite, vous la claquez dans la partie droite, et vous voulez tester sur des ressources pour vérifier si c'est bon. Et en fait, vous validez. Comme ça, vous avez à chaque fois vrai, faux. Est-ce que ça valide, est-ce que ça coche ou pas. Et ça vous permet aussi directement de venir éditer votre ressource. Si vous voulez l'adapter, vous avez trouvé une policy qui fait 80% du cas général, mais qu'en fait, dans votre entreprise, vous avez un cas particulier, vous voulez les tester, ben voilà. Un bon terrain de jeu, et vous faites ça en dehors du cluster, et vous cassez rien, et vous pouvez tester. Donc, comme tout outil, là, en fait, je vous donne la méthodologie que moi je recommence, c'est commencer tranquillement. Souvent on a un nouvel outil, on a des politiques sur étagère, et on dit allez go, j'y vais, et on commence à mettre plein de choses. Moi je vous recommande vous avez l'outil, commencez par juste dans un environnement, prenez une politique, mettez-la en audit, et tout de suite déjà ça vous donne le taux de conformité, et vous savez si vous êtes à 30% ou très proche du but ou pas. Donc des fois il y a des bonnes surprises, des fois des mauvaises. Vous travaillez pour monter. Alors là, j'insiste aussi sur le fait que dans ces cas-là, on voit la problématique. L'idée, c'est d'aller voir les équipes, archi ou les équipes de dev, et de prendre la décision collégialement sur comment on va l'implémenter. Déjà, ça permet de partager, la problématique est partagée, et ensuite la décision est collégiale. On va dire, ben, cette problématique, on la répond comme ça, par des Helm-charts, par de la CI/CD, par ce que vous voulez. Et c'est la meilleure façon pour que en fait, ce soit pérenne, en fait, que les gens le sachent, et, voilà, et pour éviter une partie irritante qu'on verra après. Et de là, on s'amuse à la passer à 100%. Et ça vous permet aussi en termes d'ABAC de voir combien ça vous a coûté pour un sujet. Parce que quand vous y allez franco, vous allez mettre plein de règles, à la fin, vous savez bien, c'est ce qu'on a sur plein d'outils. Hein, moi, je suis beaucoup dans la sécurité sur la partie CSPM, etc. Mais c'est bien, en fait, on a des dashboards avec des taux de pourcentage, on cherche un score, et puis en fait, il n'y a jamais rien qui est parfait. Il vaut mieux y aller progressivement et embarquer les équipes. Et une fois qu'elle est bonne, qu'on est à 100%, bah, du coup, le travail est fait, les gens sont au courant, ils savent, etc. On peut la passer en enforce. Et là, on n'a pas le côté irritant de se retrouver à avoir déployé « Ah, j'ai l'erreur, pourquoi ça ne déploie pas ?» Parce qu'en fait, les gens le savent, les pipelines CI/CD sont bons, le MChart, tout est fait nativement, voilà, et Kyverno est vraiment juste là pour en fait bloquer, pour rester, on verra la route d'Eming hein, pour l'amélioration continue, ça correspond à la petite cale qui fait qu'on ne va pas régresser, on sait qu'on est à 100% et on y restera, et on est juste là pour garantir qu'on est conforme et qu'on y restera, et comme ça on peut repartir sur d'autres sujets. Et je vous disais, comme on a des histoires de POC qui ne sont pas effacées, etc., et ben, ça nous libère de la charge mentale. Donc là, en fait, la dernière, c'était... et après, à partir de là, vous pouvez commencer à ajouter d'autres policies. Donc on a vu toutes ces sur étagère, on va en voir d'autres. Et le côté enforce, c'est la petite cale de la route d'Eming, c'est être sûr qu'on ne régresse pas et qu'on avance, on est en marche avant. Voilà, donc conserver les bonnes pratiques en avance, je répète, hein, tout ce qui est DevOps, CI/CD, le fail fast. Plutôt ça plante, moins c'est irritant. Mettez les tests unitaires de régression, de qualité de code, de sécurité, dynamique, statique, et les bons choix d'implémentation, que ce soit du customize, hein, du Helm-chart, peu importe l'outil, mais en fait, l'idée c'est que les choses soient implémentées by design. On va avoir de la sécurisation après. Nous, on le met dans les Helm-charts, ce qui fait que les développeurs, en fait, pour eux, la sécurité, c'est pas leur focus, ils sont sur les features.
ils le font et ils n'y réfléchissent pas. En fait, le Helm chart fait que ce sera implémenté correctement par la suite. On monte en difficulté, donc je parle souvent de sécurité. Donc là, on a une demande du CISO qui nous demande de sécuriser nos pods. Et moi, je suis une équipe dev, moi je fais du Java, du PHP ou du Rust, hein, peu importe. C'est quoi sécuriser mes conteneurs? Donc du coup, l'idée, la première étape, c'est de partir de la doc. Ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont réfléchi en amont. Et dans la documentation Kubernetes, par défaut, on a le standard qui est le pod security standard, qui liste déjà tout ce qu'il faut faire pour pas faire tourner le process sous route. En général, on est en Java, etc., on n'a pas besoin d'être route. Le file system en lecture seule, ça permet de garantir l'intégrité, qu'il n'y ait pas un cheval de Troie. En fait, on a notre conteneur qui est lancé, il tourne, etc., mais quelqu'un qui a réussi à rentrer peut venir commencer à installer des choses. Donc, hop, il est en lecture seule, on n'en parle plus. En général, la plupart du temps, sauf des outils particuliers, on n'a pas besoin d'accéder au namespace, donc au sens Linux de la machine, tout ce qui est PID, hostname, la désactivation des capabilities pour accéder au réseau, etc., et les escalations de privilèges. Tout ça, ça permet déjà de dire si on est corrompu, d'éviter la propagation des dégâts. Et donc on n'invente rien. Déjà, Kubernetes le documente. Et on a une doc officielle qui nous dit il y a 3 niveaux, niveau 0, 1, 2. Bon, privilège, on est très peu sécurisé, baseline un peu plus, et quand on va aller plus loin, on a le mode restricted. Ça se positionne avec des annotations, etc. Faut lire. Kyverno là-dessus nous aide. Tout à l'heure, on a installé le Helm repository Kyverno. Il embarque un deuxième chart qui est Kyverno Policies et qui suit les mêmes pratiques. L'avantage, c'est que c'est maintenu dans le temps, c'est versionné, ça vit. Et on retrouve en fait les choix baseline, restricted, etc. Donc on choisit le niveau qu'on veut et après en audit ou en enforced. Pareil, vous commencez en audit, vous voyez où vous en êtes. Et si un jour vous arrivez à faire du 100%, ce qui est bien aussi le fait que ce soit versionné, on peut installer la version N-1 qui est en mode enforced et en venir la nouvelle version qui vient de sortir, la positionner à côté en mode audit pour identifier le delta, qu'est-ce qui reste à faire, etc. C'est conforme et avant de tout casser, hein, parce que je vous rappelle, éviter de tout casser. Donc ça permet, voilà, on a la version N-1 en enforced, la version en audit, on est en avance de phase. Quand la nouvelle est couverte à 100%, on la passe en enforced et on supprime l'ancienne. Alors une petite démo sur la partie installation politique. Vous me dites toujours si c'est assez, c'est tout petit. Donc là, j'installe le M-Chart, mais je précise la version que je veux de mes policies. Donc c'est les policies Kyverno. Donc je ne vous ai pas montré la doc, mais juste en niveau baseline où il y a beaucoup de règles. Donc du coup, on l'installe. Ici, par défaut, j'ai précisé aucun paramètre. Donc je suis en baseline en mode audit, comme j'avais dit dans le slide précédent. Et si je regarde, tout à l'heure, j'avais une policy qui a été déjà installée il y a 21 minutes, là. Et maintenant, j'ai mes nouvelles, donc les capabilities, le host namespace, etc. Tout est déjà fait et je sais que je suis les standards de la doc sans trop me poser de questions. S'il y a une version 3.5 ou 3.6 qui arrive derrière, je peux l'installer à côté. Et voilà. Et là, prenez le réflexe derrière, vous lancez Policy Reporter en mode UI, et puis vous comptez les points, et vous regardez comment vous remplissez votre backlog pour les mois suivants. Alors, niveau suivant, là maintenant, on valide ce qui est purement cube, ce qui est purement sécurité, et en fait, il est quand même temps maintenant de regarder votre métier à vous, ce qu'on peut faire. Donc, on revient sur les cadres selon vos use cases. En fait, au niveau conformité, le premier point, c'est la nomenclature, les règles d'architecture, ce qui a été décidé pour votre entreprise. Vous avez déjà un cadre avant même qui dépasse sûrement même Kubernetes. C'est l'occasion de l'implémenter sous forme de politique pour vérifier comme ça, en fait, en cas d'audit, etc., vous savez déjà, vous avez déjà la version chiffrée, vous pouvez dire, voilà, on respecte toutes nos normes au pile poil. Les autres réglementations nationales, européennes, etc., RGPD, que sais-je. Tout ce qui est maîtrise des risques. Donc après, si jamais vous identifiez des points au niveau légal, au niveau pour éviter les problèmes de réputation, des problèmes financiers, etc. Au niveau de la confiance, on va voir comment sécuriser la supply chain. Et puis au niveau, on a vu par exemple, juste au niveau de l'intégrité, monter le file system en lecture seule, on sait déjà que notre conteneur, une fois lancé, il ne sera pas modifié, ce genre de choses. Et la clarté opérationnelle, en fait, via les outils, on sait exactement ce qu'on a,
on évite, je vous disais, les surprises. En fait, le gros problème, c'est tout ce dont on n'a pas conscience. Donc le but, c'est rendre visite, avec Popeye, avec d'autres. Et à partir de ça, ça vous donnera une meilleure gouvernance, vous serez plus agile pour gérer vous serez serein, vous dormirez mieux. Et donc j'avais listé un certain nombre de frameworks en fait. Donc en termes de sécurité, le CIS benchmark, c'est des PDF, vous pouvez les télécharger. En fait, il y a une bonne partie qui sont dans la doc de Kubernetes, il y a encore des cas que vous pouvez gérer en dehors. Il y a des choses qui se font en dehors de Kyverno, mais c'est pas grave. En sécurité, il y a le SOC 2 Mitrac. Et sinon, après, des fois, votre objectif, c'est plutôt un objectif de qualité, avec 27001, des problématiques de PCI DSS si vous travaillez dans un niveau bancaire, etc., des problèmes de données de santé, ou tout ce qui est cloud souverain. Voilà des exemples. Donc là, vous commencez à aller chercher en fait, des choses qui sont vraiment plus ciblées sur votre métier, et vous regarderez comment vous pouvez les implémenter. Il y a fort à parier qu'à chaque fois, les policiers existent déjà, et vous pouvez customiser, aller plus loin, et faire vos propres règles après. Et là, c'est déjà un beau paquet, hein, on couvre le plus gros, et en fait, je vous ai surtout parlé du mode Admission Controller. En fait, donc Kyverno, c'est pas qu'un Admission Controller, c'est son point fort au départ, mais c'est vraiment une boîte à outils. On a vu le Policy Reporter qui est une émanescence de Kyverno, et il y a encore un certain nombre de choses. Donc typiquement, on parlait de la confiance, et c'est sécuriser la supply chain, c'est vraiment le vecteur d'attaque du moment. À chaque fois, vous trouvez des nouveaux articles chaque jour qui dit ça y est, il y a eu tel et tel. Et maintenant, c'est même plus un package. En général, les alertes, c'est 4 paquets, une dizaine de paquets d'un coup, etc. Et donc, comment sécuriser sa supply chain? Le premier niveau, c'est faire une policy de base, cluster policy. En fait, vous mettez simplement, vous vérifiez dans les specs, pour les éphémérales conteneurs, les init, etc., vous vérifiez qu'on vient bien d'une liste de registries que vous connaissez. Votre registrie d'entreprise, hein, si vous pouvez éviter d'aller chercher directement en direction d'Internet, vous êtes un peu plus sécurisé. C'est un bon premier niveau. Il ne faut pas s'en priver, c'est gratuit, etc. Le DNS, ce n'est pas suffisant, etc. Donc après, en deuxième niveau, et là on commence à être beaucoup plus mature, c'est dans votre CI/CD, commencer à signer vos images, parce que c'est pareil, on peut venir remplacer subrepticement la version d'image que vous avez construite par une autre. Donc si elle est signée, vous, l'avantage, c'est que on prend un outil comme Notary. Avec les certificats, vous pouvez aller voir que la signature, c'est la bonne. Ce que vous avez téléchargé, c'est ce qui était prévu au départ. Vous pouvez mettre des tampons aussi, vous faites des tests de sécurité, vous faites des tests de qualité de code, etc. Pour chacun des tests que vous avez, vous pouvez mettre des attestations, et comme ça, vous pouvez vérifier non seulement qu'elle est signée, mais qu'elle est passée par les différents steps, qu'il n'y a pas eu un chart, etc., que vous n'avez pas. Et de plus en plus, après, un software bill of material, en fait, un produit comme CycloneDX va pouvoir vous faire la liste de toutes les dépendances, qui soient à la fois soit dans l'image OS, soit dans les dépendances, soit dans votre langage, dans les dépendances du langage, etc. Vous avez vraiment la recette de cuisine, et ça a été accéléré, hein, ça existait déjà avant, mais avec des failles comme Log4j, etc., où d'un seul coup tout le monde a dit « Ah, est-ce que j'utilise du Log4j, dans quel package, etc. » Ben voilà, là on l'a. Et donc la policy est trop longue pour tenir sur un écran, donc j'ai la deuxième partie qui sont en fait les règles. Donc en fait après, peu importe la recette, mais le but c'est de vérifier que les images ont bien été signées par Notary, que vérifier que vous avez des attestations, et vérifier qu'elles disposent bien d'un SBOM. Voilà. Là je pense que là on est bien, on sait que nos images elles viennent de quelque part, et on gagne aussi en maturité. Une autre, j'avais parlé de choses qui traînent dans les namespaces, etc. Donc tout ce qui est nettoyage. Il y a deux façons distinctes et ils inventent encore des nouvelles choses. Mais là, cette fois-ci, c'est plus une cluster policy, c'est une cluster cleanup policy. On peut cibler des ressources de type deployment par type de ressources. On peut cibler plus finement aussi pour dire seulement celles qui ont des labels quand on veut dans un environnement éphémère, etc., qui dure à l'échelle de la semaine, etc. On peut dire c'est telle et telle ressource, on leur fait porter un label. Et ça se passe sur une notion de type cron. J'ai mis 5 minutes, ça n'a pas trop de sens, mais sinon en général c'est à l'échelle de la journée quand on veut. C'est un projet sur lequel on ne travaille pas tous les jours, on en a besoin une journée, on le démarre. Si on a mis tous les soirs à 18h, on l'a mis les soirs, on sait que même les gens, s'ils oublient de l'effacer manuellement, ils partent le soir, ce sera éteint, et ils vont peut-être travailler dessus que la semaine suivante. En attendant, on a fait des économies, à la fois en termes de surface d'attaque, mais en termes de gros sous aussi. Donc, par contre, ça c'est une ressource Kyverno. En fait, plus pratique pour les équipes développeurs, c'est de pouvoir le mettre directement sur les ressources, deployment ou autre. Et là, ça se positionne par un label. On a un label
cleanup, Kyverno, TTL. Donc là, j'ai mis à 2 minutes, mais les développeurs peuvent décider que pour toutes les ressources qui les intéressent, elles ont une durée de vie de 1 jour, 6 mois, ou je sais pas. Et voilà. Une autre façon de nettoyer, et celle-ci, elle est quand même aussi très pratique. J'avais prévu une petite démo aussi sur le Kyverno test. Donc, hop, Kyverno test. Cette fois-ci, on parle de CI/CD, de test de non-régression. Tant qu'à faire, on va appliquer les mêmes recettes sur notre propre cas. Donc, en fait, on maintient des policies. Soit on les a trouvées sur le net, soit on les a écrits, on les a bidouillés. L'idée, c'est que le jour où on en crée des nouvelles, où on vient les changer, avant de les soumettre directement sur le cluster, si on a bien un bon cahier de test, eh ben, on peut s'assurer que on n'a pas de régression. Donc si je dézoome, donc là c'est un fichier Kyverno CLI, donc test. C'est en vue de l'outil en ligne de commande, on lui donne un nom, on cible des policies. Donc là on peut mettre une liste, un tableau de fichiers YAML, de policies, un fichier YAML de ressources qu'on veut cibler. Donc encore chaque YAML peut contenir plein de ressources. Et puis on met les choses. Donc là je prends la policy disallowed latest tag. Je veux vérifier qu'il y avait un tag, et donc je dis pour latest et pour version, donc soit c'est latest, soit c'est version, bah, ça doit passer, celle-là elle passe. Par contre, si je prends le disallow latest tag et je prends le validate, et ben, sur le apply latest ça fail, sur le apply version ça passe. Bon. C'est un cahier de test, juste simplement, et vous remplissez, donc là c'est rempli, c'est dans la CI/CD, et vous lancez avec la commande Kyverno test, ici, et vous avez en fait, vous rejouez tous vos tests. Et c'est pareil, ça permet d'aller sereinement dire j'ai une nouvelle version, je veux vérifier qu'elle est bonne, qu'elle ne casse rien. C'est encore un test à faire en amont avant de le découvrir sur place. Alors il ne me reste plus que 3 minutes, donc ça va. Il ne reste plus grand chose, mais donc si ça vous intéresse, j'ai une démo sur de la génération. Donc si on veut faire un mini opérateur, en fait, vous avez typiquement, j'ai l'exemple d'un namespace, je crée un namespace, je mets 2 règles. À chaque fois que je crée un namespace, il va me mettre automatiquement un quota pour éviter que j'explose. Donc comme ça, je peux limiter, je peux dire j'aurai un maximum de X pods dedans et je consommerai en termes de CPU et de RAM maximum ça. Donc ça, c'est bien pour cadrer donc, tous les namespaces qui sont là. Et tous les namespaces, par défaut, je mets une network policy, qui est une règle de firewall, hein, pour dire je bloque tout en entrée. Ce qui fait comme ça, je démarre un namespace, c'est un exemple. Il est déjà cadré en termes de ressources et cadré en termes de firewalling. Donc je la garde sous le coude, si ça vous intéresse, je la passe. Et une deuxième démo sur les mutations. Donc là, on est dans la première partie, donc on adapte. Je peux mettre une policy sur les namespaces qui vient me rajouter des tags automatiquement, calculés ou statiques. J'ai une policy qui rajoute dans les pods, si les gens ont oublié de mettre, c'est un exemple, les request limits sur les CPU, RAM, etc. Je viens en positionner, comme ça le scheduler aura les informations qu'il faut. C'est peut-être pas suffisant, j'aurais peut-être mis un dixième de CPU et puis 128 mégas de RAM. Mais si le développeur n'est pas content, il viendra surcharger, mais au moins ça couvre les oublis. Et après j'ai une policy qui vient rajouter pour rajouter un sidecar, on peut faire, voilà. C'est juste pour donner des idées de cas d'usage. Et avec tout ça, j'espère vous avoir montré que Kyverno c'est de la dynamite, ça aide bien. Donc je m'appelle Julien Canon, donc je suis cloud architecte chez Sphere et j'aime bien tout ce qui est open source, sécurité et surtout je suis curieux et j'aime bien les solutions simples, limpides, parce que tout ce qui est clair et qui s'explique bien en général, ça simplifie beaucoup la vie derrière. Voilà, et c'était ma première en Auvergne, donc assez content d'être là. N'hésitez pas à mettre des feedbacks, comme c'est la 4e fois que je le donne, mais j'ai beaucoup appris des premiers feedbacks, c'est vraiment un outil qui est très puissant, donc que ce soit en positif ou en négatif, moi ça me permet de m'améliorer. Et si vous avez des questions, il reste 48 secondes. Et je vous remercie beaucoup.